gare pas comme les autres, celle de Vevey, et une expo gratuite au 2e étage dans le lieu dit L'Appartement, l'expo du collectif Riverboom qui fait parler d'elle jusqu'à Paris. Ce qui nous intéresse ici, c'est la folie qu'il y a dans leur projet collectif et la manière très ludique, joueuse dont ils approchent les grandes questions du monde. Riverboom, ou l'histoire de 6 artistes européens, dont 2 Suisses, qui ont chacun une solide carrière personnelle et qui décident de se défouler artistiquement ensemble en faisant parler leurs photos, une histoire qui a débuté il y a 20 ans. En une phrase, c'est 3 protestants dans une voiture qui font le tour de l'Afghanistan en 2002 et qui se crachent au bord de la rivière Boom et qui fondent leur collectif à ce moment-là. Dans la cuisine, des tonnes d'assiettes cassées, car Riverboom c'est aussi ça, oser détruire pour assembler autrement. Et dans la chambre, des linges en forme d'animaux, une idée apparue lors d'un voyage en Égypte entre copains. On allait dans un resort où il ne se passait pas grand-chose d'intéressant, à part que tous les jours on découvrait une sculpture sur notre lit et on les a trouvées extraordinaires. Et donc on en a fait un livre. Des photos d'apparence anodine comme des moustaches qui dans la main du collectif sont détournées, opposées, transformées en toutes sortes d'objets. Des photos qui deviennent des vraies armes de communication. Et pourtant, après 20 ans, cette expo signe la fin du collectif. On s'entend trop bien, je pense, pour continuer à faire vivre ce collectif, qui était basé sur l'engueulade, en fait, permanente. Oser tout dire par leurs clichés, une expo qui sonne comme une dernière pirouette de ces 6 artistes surnommés les sales gosses. Entrée pour la dernière séance. C'est pour la semaine. Vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner. Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Ce film ne passera pas à la TV. Il n'y a pas de souci, t'en fais pas pour ça. Tu sais, c'est pour ça que Dieu a inventé la vidéo, il n'y a pas de malaise. Bienvenue dans Le Grand Silence, le podcast qui parle des films dont les autres ne parlent pas. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière, déjà parce que c'est pas Benjamin qui présente, c'est Martin qui parle, et je ne suis accompagné ni de Paul, ni de Lucie, mais je suis quand même accompagné de Benjamin. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Et donc nous allons parler ensemble du film Riverboom, dont Lucie avait déjà parlé dans l'émission précédente. Voilà, elle ne l'avait pas vu, aucun d'entre nous n'avait vu ce film, et aujourd'hui, moi je l'ai vu, Benjamin n'a pas pu le voir. Je crois qu'il ne passe pas près de chez toi, Benjamin ? Exactement, et malheureusement. Voilà, donc même moi, le film est sorti il y a 2 semaines et c'était déjà un peu compliqué de le voir. Mais j'ai réussi à le voir et j'en suis très content parce que c'est un film que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, et donc c'était une belle expérience, un film à voir en salle pour une immersion totale dans un road trip en Afghanistan après les attentats du 11 septembre. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a fait ce geste ? Il y a des snipers. Non, mais il a dit ça sérieusement ? Bon, on arrive au checkpoint. Cache la caméra. Nous sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. 2 jeunes reporters intrépides et moi embarquons pour un road trip insensé autour du pays pour vérifier les promesses de la Pax Americana. Could you tell us exactly against whom you are fighting? They're the enemy. We're there to destroy them. That's all that matters. Il y a 2-3 segments qui sont connus pour être dangereux. On se connaît bien, ce sont nos voisins. Le matin, on se salue. La journée, c'est la guerre. Et on se tire dessus. S'ils brûlent ta voiture, c'est taliban. Puis si ils la volent, c'est bandit. Faut pas s'approcher à moins de 25 mètres des mineurs, parce que ça peut sauter. Even if I put a jacket on? Attention, tu marches quand même. Reste sur la... T'as pas besoin de t'approcher. Pour le protestant un peu craintif que je suis, rien n'est jamais rassurant ici. Il y a eu que 2 morts en 6 mois, 2 occidentaux. Peut-être qu'on se fait une grosse parano. Tu vois ce que c'est, ça? C'est des champs de shit. Non. Des tonnes de shit. Des kilomètres. Vous êtes vraiment des gamins. Pourtant,
temps, si un jour j'ai des enfants, j'aimerais bien leur raconter cette histoire, celle d'un pays merveilleux qui rêve de sortir d'un long cauchemar. Donc, comme je disais, Benjamin n'a pas vu le film, donc il va être mon interlocuteur naïf dans ce, si on peut dire ça comme ça, si ça ne te blesse pas. Non, je serai le petit Candide. Voilà, c'est un rôle qui t'ira très bien, je pense. Donc, je vais vous parler de ce film et Benjamin interviendra ponctuellement quand il le souhaite pour poser des questions, pour réagir. Voilà, il fait comme il veut. Voilà, il peut faire un peu l'électron libre dans cette émission. Un peu le Laurent Baffy de Nulle part ailleurs. Ah, formidable. Bah, bienvenue Laurent. Donc, le film, Lucie en avait parlé dans l'émission précédente. Donc, c'est un documentaire qui est donc réalisé par Claude Bechtold, qui est un film qui a une histoire très particulière parce que, à la base, Claude Bechtold n'est pas réalisateur. C'est quelqu'un qui a étudié les arts graphiques et qui travaillait comme graphiste au moment où il a fait ce film. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu donc, comme tout le monde s'en rappelle, les attentats du 11 septembre 2001, suite à quoi les États-Unis ont envahi l'Afghanistan. Et il y a un journaliste au Figaro, qui s'appelle Serge Michel, qui est embauché donc par le Figaro pour faire un grand reportage sur l'Afghanistan. Et donc pour ça, il est accompagné d'un photographe, je crois, italo-canadien qui s'appelle Paolo Woods, et il embarque avec lui son ami Claude Bechtold en lui disant bah tiens viens, limite ça va être marrant quoi. Et donc Bechtold n'est absolument pas journaliste ni documentariste ni quoi que ce soit. Au début il devait juste l'accompagner à la frontière afghane. Ils devaient passer la frontière ensemble et après Claude Bechtold devait partir rentrer chez lui. Et il lui dit on va te faire passer pour un photographe ou un documentariste, et pour que ce soit plus crédible, il a pris un petit appareil photo, mais un truc assez basique, quoi. Et il va acheter un caméscope, vous savez, les caméscopes DV du début des années 2000, le genre de première caméra numérique qui sont... Voilà, aujourd'hui, c'est quand même pas de la top qualité. Et voilà, et donc à la base, c'est juste un argument pour... une façon d'entrer dans son personnage et pour être crédible en tant que journaliste sur place. Et au moment où il va arriver en Afghanistan, il y a des circonstances qui vont faire qu'il ne va pas repartir et qu'il va partir avec donc Serge Michel et Paolo Woods sur les routes d'Afghanistan. Il va filmer tout ce voyage, et tout ce qu'il a filmé, il va le confier à un ami à lui, et les bandes vont être perdues. Et ça va être perdu pendant près de 20 ans. Et un jour, comme ça, son ami l'appelle en lui disant... Alors ça, c'est Claude Bechtold qui raconte dans la voix off du film. Il dit j'ai retrouvé les bandes, là, qu'est-ce que je fais? Je te les donne ou est-ce que je les détruis? Ça prend de la place. Bon, donc il dit non, je récupère. Et donc, c'est à partir de ça qu'il va faire le film dont il est question aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un film qui va... il va complètement redécouvrir ce qu'il avait filmé il y a 20 ans. Donc je pense pas qu'il avait oublié ce qu'il avait fait, mais j'imagine qu'il y a eu des belles redécouvertes de moments importants du voyage. Et ça, c'est la première chose qui est intéressante dans le film, c'est que comme c'est pas vraiment un outil professionnel, ce caméscope, il l'utilise vraiment pour filmer un peu tout et n'importe quoi. Mmh. Il filme vraiment les moments dans la voiture où ils discutent de tout et de rien, il filme les moments de complicité, il filme les moments de tension. Voilà, parce qu'au fur et à mesure qu'ils avancent dans le voyage, ils arrivent dans des zones de plus en plus dangereuses. Et surtout, on voit toute l'aventure à travers le regard de Claude Bechtold, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est pas vraiment à sa place dans des zones de guerre comme ça. Et donc, on alterne entre des moments légers où vraiment c'est des potes qui font un voyage ensemble et d'autres moments qui sont beaucoup plus tendus, mais qui sont tendus à travers le regard du réalisateur, du documentariste. Et on voit la tension du film qui grandit autour du film. Ça vient surtout parce qu'il y a un moment où tu vois que même les autres commencent à plus être vraiment tranquilles, quoi. Par rapport au fait qu'ils commencent à vraiment entrer dans des zones
où n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment, il n'y a plus aucun... Il y a plus rien de sûr, quoi. C'est-à-dire qu'au début, ils savent qu'ils sont en zone... pas en zone de guerre ouverte, donc en tant que journalistes, ils sont plus ou moins protégés, mais après, plus ils s'enfoncent dans l'Afghanistan profond, plus ça devient dangereux. Juste, Martin, oui. Je me posais la question par rapport à ce que tu racontais. On est à quel moment de la guerre en Afghanistan quand, dans ce qui est filmé? Alors, est-ce que les Américains sont censés avoir renversé les talibans et installé le nouveau gouvernement ou pas encore? Ils sont en train d'essayer. Ok. Mais on est en 2002. Alors, le truc, c'est que c'est plus décompté en nombre de jours du voyage. Tu vois, il y a le jour 1, le jour 2, le jour 3. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, ils entrent vraiment en Afghanistan et on commence à voir le pays. Comme disait Lucie dans l'émission précédente, ce qu'elle espérait voir et qu'on voit bien dans le film, c'est ce côté, tu vois vraiment le pays. Tu vois la partie humaine de l'Afghanistan. Pas uniquement les talibans et pas uniquement un pays en guerre, quoi. Et ça, c'est un truc qui est très important pendant tout le film, c'est que tu vois que lui, il est vraiment tombé amoureux de l'Afghanistan et de ses habitants, sans que ce soit le discours genre ils n'ont rien mais ils vous donnent tout avec le sourire, pas le discours néocolonial, quoi. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que au fait, il fait régulièrement des parallèles, parce que Claude Bechtold à la base est suisse, et il fait souvent des parallèles entre l'Afghanistan et la Suisse, mais il fait des parallèles qui sont plutôt en faveur de l'Afghanistan, mais de l'Afghanistan tel qu'il a été avant. Voilà. Il montre un pays qui est dans un espèce de chaos déjà à cause de la guerre, mais qu'il l'était déjà avant, avec les talibans, avec tout ce qui s'est passé de révolution, de coup d'État, de tout ce qu'on veut. Et par exemple, il dit que, alors j'ai pas les dates exactes, mais par exemple en Afghanistan, les femmes ont eu le droit de vote en telle année, et ben c'est longtemps avant la Suisse, quoi. D'accord. Donc c'est des parallèles qui sont vraiment intéressants et qui montrent que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu une histoire, une aventure humaine forte, quoi. Et à côté, tu vois les deux autres, Serge Michel et Paolo Woods, qui eux sont... on voit que quelque part, ils sont plus habitués, donc ils sont là pour le boulot, au fait. Voilà, ils ont l'habitude, ils savent comment faire, ils savent comment se comporter. Donc il y a des moments où ils font vraiment tête brûlée, où tu as vraiment l'impression qu'ils ont conscience qu'ils pourraient mourir à n'importe quel moment et qu'ils s'en foutent, mais la plupart du temps tu te rends compte que c'est avant tout par professionnalisme. Donc est-ce que c'est vraiment professionnalisme ou est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inconscience non plus, parce que pour ce genre de métier, il faut quand même être un peu tête brûlée, hein. Tu vas quand même dans des zones et tu rencontres des gens parfois qui sont... ils vont vraiment interviewer des chefs de guerre qui sont contre les Occidentaux, quoi. Donc c'est quand même un minimum risqué. Et oui, il pourrait servir d'otage à tout moment, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en tout cas, c'est l'image qu'on aurait, que n'importe qui aurait. En plus, lui, Claude Bechtold, il a une fausse carte de presse, donc voilà, il sait que lui aussi, il risque gros. Et il y a notamment des moments où, par exemple, il y a un moment où Paolo Woods il est au bord de la route, et au fait, régulièrement dans le film, on voit des démineurs. Qui sont là en train de... On vous dit, il y a des rochers, il y a un côté des rochers qui est peint en blanc, l'autre côté qui est peint en bleu. Quand vous êtes dans la partie blanche, c'est bon. Quand vous êtes dans la partie bleue, c'est dangereux, quoi. Ça veut dire que ça n'a pas été déminé, ou qu'on n'est pas sûr. Et tu vois, Paolo Woods qui part comme ça, juste parce qu'il veut faire une photo d'une ligne à haute tension au milieu d'un champ. Okay. Tu vois, et là t'as Claude Bechtold qui lui dit mais arrête, reviens, il est en train de le supplier de revenir, quoi. Ouais. Et Paolo tranquille, quoi, limite gardez-moi un peu de café, je reviens, quoi. Et en fait il va prendre sa photo, et donc le truc c'est qu'en plus la photo est floue. Ah merde. Et donc il revient et il dit à Claude Bechtold, il lui dit écoute, dans le champ il y a des crottes de lapins partout, donc s'il y a des lapins qui sont là, ça veut dire qu'il n'y a pas de mine. Ouais. Voilà. Donc, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'était quand même un peu risqué d'y aller. Ouais. Tu vois vraiment l'envers d'un reportage, quoi. D'un reportage de guerre. Un truc que tu lis dans la presse. Régulièrement, on voit Ce qui est super intéressant, c'est que tu vois les photos
qui ont été prises par Paolo avec un super appareil, un appareil à l'ancienne, il explique à un moment qu'il a un appareil à un flash qui reproduit la lumière des photos des années 60, et il fait des photos magnifiques. À côté, t'as Claude Bechtold qui fait des photos pourries avec son appareil, limite un appareil pas rechargeable mais jetable, tu sais, les trucs où tu devais... Oui, d'accord, ok. Et à limite un clic-clac Kodak, quoi. Et il est en excursion, il est en colonie de vacances. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, tu vois les photos telles qu'elles apparaissent dans le journal à la fin, et après tu vois aussi... tu vois filmer comment tout a été mis en place pour que la photo soit prise. Oui. Et donc ça c'est intéressant parce que maintenant tu te dis chaque fois que tu verras un film, un reportage de guerre, eh ben tu penseras à ce genre de choses en te disant derrière il y a tout ce genre d'événements, quoi. C'est marrant parce que de la manière dont tu en parles, ça me fait penser à la bande dessinée Le Photographe, ouais. Scénarisée par Emmanuel Guibert, ouais. Et dessinée aussi d'ailleurs, je crois. Où justement, en fait, le point de départ, c'est un reportage photo en Afghanistan, mais par contre à l'époque de Massoud, et où le photographe était extrêmement frustré parce que il avait fait un très long reportage, ouais. Et il n'y avait que quelques photos qui avaient été publiées qui ne témoignaient pas du tout de la richesse du vécu qu'il avait pu avoir. Donc je trouve ça toujours intéressant, ce type de récit, ouais. Qui contextualise en fait des photographies et qui leur donne une vie en dehors de juste l'œuvre qu'elle représente en elle-même. Ouais. Bah c'est vrai, et moi surtout c'est le film, ça m'a fait penser à un autre film qui est un documentaire de Raymond Depardon qui s'appelle Reporter. Ouais. Où au fait Reporter c'est juste Raymond Depardon qui suit pendant quelques mois en 1980 les photographes de l'agence Gamma, et donc tu vois une soirée où il y a Serge Gainsbourg, tu vois Coluche qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 1981, et surtout ce qui est super intéressant c'est qu'en fait tu vois un moment où t'as Richard Gere qui vient. Et tu vois que Richard Gere, il est pas du tout content, il est là avec sa copine, il était venu pour être tranquille à Paris, et tu vois vraiment, il se prend la tête avec les photographes. On est journalistes, on a des cartes de presse, on a le droit de les suivre. Soyez correct, hein, monsieur. Non, mais monsieur, je suis pas correct, vous devez encore s'en tenir. Ça, c'est un coup de la préfecture. Non, c'est presque, autour de la place, on va, c'est pas... Non. Arrêtez de filmer. On n'a rien fait, on fait une seconde de photo, on arrête. On va on n'est pas des bandits. Et alors, on fait 2 minutes de photo. Je ne vais pas faire de photos. Non, on a le droit, on est journaliste, un acteur américain qui est passé à Paris pour son acteur. Il est connu dans le monde entier, il va pas se cacher, non? Ça a toujours été... Bah oui, c'est un public, c'est un acteur américain. De toute façon... Moi, je disais ça, c'est il a joué dans le gigolo, ces gens-là, ils nous embobinent aussi, c'est pour monter en courant tout de suite. Il gagne des millions en faisant des films, il ne peut pas faire rien en fait. Bah, qu'il aille ailleurs, alors qu'il aille s'enfermer chez lui. On n'est pas peut-être américain en gagnant des milliards, s'enfermer parce que il gagne 800 millions par film, ce mec-là. Bon, c'est une personnalité publique. C'est l'attaché de presse. Comment on appelle ça? C'est quoi? L'attaché de presse. L'attaché de presse en anglais c'est pareil. L'attaché de presse. Mais il n'a pas besoin d'attaché de presse pour faire des photos alors. Il en joue? Non, il m'a fait des remues. Ok, ça marche? Ah, bah voilà. No, you give me a camera and let me shoot you guys, all right? Against the police. Okay, come here. La police à court, ça va. Shoot him with the police. Qu'est-ce qu'il a? Bon, alors, Shoot, they like it, all right? Comme 2 minutes, bien. No, you got it right here. You've got 15 seconds. Shoot and get it over with. Il fait des photos. Enlève les glaces, les lunettes. Montez votre véhicule là, s'il vous plaît, il y a la police qui s'en va là, vous l'enlevez. Attendez, il y a le gars qui s'en va, les gars. Allez, les gars, il y a le gars police de cours qui s'en va là. Dépêchez-vous, hein. Allez-y. Ils vont en faire qu'à sa tête, bah. Nous aussi, hein. Emmerdés, ils sont venus négocier une vague photo avec les lunettes, ceci, cela. Les lunettes, ça se vend mal, un mec avec des lunettes. Surtout un acteur comme ça. Alors, on l'a proposé au Trocadéro.
faire 1 minute de photo, même avec les lunettes, même sans sa nana, tout seul. Tu vois qu'il y a un décor, qu'il y a la tour Eiffel, des conneries comme ça. Si vous voulez faire ça vaguement à l'ombre d'un quartier, déconne. Tu vois vraiment tout l'envers du truc, c'est-à-dire que s'il y a eu une photo de Richard Gere prise par les photographes de Gamma qui a été publiée dans un journal, eh ben, en voyant le film de Depardon, tu sais que Richard Gere était pas du tout content, qu'il leur a pris qu'ils se sont pris la tête. Ok. Et donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Et voilà. Et donc c'est un film qui est vraiment qui se suit très bien. Ça fait 1h30. Il y a rien en trop, quoi. C'est-à-dire que tu vois des petits moments de vie. Sauf t'as l'impression de voir un road trip entre copains qui se sont dit on va partir à Deauville pour le week-end, quoi, et on va se filmer, tout ça, sauf que là, ils sont en Afghanistan. Et surtout, tu vois ce film en sachant que c'est des images qui auraient pu être totalement perdues, quoi. Ouais. Qu'au fait, il avait sans doute à l'époque pas conscience de la valeur que ça aurait 20 ans plus tard, et même 5 ans plus tard, ou même ça aurait pu avoir une valeur. En fait, c'est typiquement le genre de film, s'il l'avait filmé exprès pour en faire un documentaire après, ou peut-être que c'était le cas, mais en tout cas, il en parle pas comme ça. C'est un truc, ça aurait fait un sujet genre d'envoyé spécial, quoi. Ouais. Ça serait passé le jour même, enfin, ça serait pas le jour même, bien sûr, mais ça serait passé quelques mois plus tard à la télé, et puis, sans doute qu'on n'en aurait plus entendu parler, mais là, avec le recul, quoi, avec le recul de 20 ans, tu te rends compte de la valeur, surtout que tu vois que, désolé pour le spoil, hein, mais l'Afghanistan, ça s'est pas trop arrangé depuis. Non, pas trop, non. Et donc, c'est un film qui est intéressant pour ça, pour déjà la valeur il a acquis au fil du temps, une valeur qu'il n'imaginait peut-être pas à l'époque. Et surtout, tu vois quelque chose dont il parle régulièrement dans son film. Au début, il en parle limite pas comme d'une anecdote, mais Claude Bechtold raconte qu'il est orphelin, que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Et au début, ça apparaît juste comme une façon de se présenter, sauf que ça va revenir par petites touches dans le documentaire, et ça va devenir une espèce de... Il y a 2 fils conducteurs dans le film. Le premier, c'est un peu l'histoire d'une personne qui fait son deuil, si on peut dire, même si bien sûr on ne fait jamais vraiment le deuil de la disparition de quelqu'un de sa famille. Et donc c'est un peu, ça raconte l'histoire de ce deuil, mais qui est pas trop forcé. C'est quelque chose qui revient par petites touches, notamment à un moment où il utilise des archives de la jeunesse de ses parents pour les faire dialoguer avec lui d'aujourd'hui, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même important. C'est quand même important. Et donc, ça, c'est le premier fil conducteur. Et le deuxième fil conducteur, c'est vraiment la naissance de l'amitié. Alors, Claude Bechtold était déjà ami avec Serge Michel, hein, qui l'a embarqué dans cette aventure. Mais c'est l'histoire de l'amitié des 3 hommes avec Paolo Woods. Lui, au début, Claude Bechtold raconte que Paolo Woods n'est pas très content qu'il soit là parce qu'il le voit comme un concurrent. Mais déjà... Quand il voit l'appareil photo qu'il a, donc comme je disais, l'appareil jetable Kodak, il se dit bon ok, ça va pas être un concurrent sérieux, et il dit après quand il a vu les photos que j'avais faites, ouais non, c'est vraiment pas, c'est là qu'il s'est détendu en mode c'est bon, on me raconte pas des conneries, c'est pas un concurrent, c'est vraiment un gars qui est là pour profiter du voyage, quoi. Et donc tu vois vraiment l'amitié qui est de plus en plus forte entre eux, et c'est pas rien vu que c'est ces 3 hommes qui vont, à la suite de ce voyage, créer le collectif qui s'appelle Riverboom. Ouais. Et qui va notamment créer aussi une maison d'édition, donc les éditions Riverboom, qui va entre autres éditer les livres de Claude Bechtold, qui s'appelle c'est les Bechtold Best. Et donc, c'est les guides touristiques des endroits totalement inattendus. D'accord. C'est-à-dire que ça va pas être le guide touristique de Florence, de Venise, de Londres, tout ça. C'est les guides touristiques du pôle Nord, de la Chine. Parce que, mine de rien, tu sais, des trucs décalés, quoi. Tu vois, c'est pas aller voir la Grande Muraille, c'est trop bien, aller voir la Cité Interdite. J'imagine qu'il parle de trucs beaucoup plus différents. Et aussi, il en a fait un sur le Louvre. Donc ça, je demande à voir. Mais en même temps... Je suis désolé, je t'interromps juste 30 secondes, parce que je trouve que c'est très intéressant ce que tu racontes, tel qu'il présente le film
T'avais l'impression qu'il était amené là un peu par hasard, etc. Ouais. Mais ce que tu racontes, ça montre quand même que ça l'a tellement marqué. Ouais. Qu'en fait, il s'est dit, en fait, finalement, je vais peut-être en faire ma vie, de parcourir le monde, d'aller rencontrer des gens, de faire des découvertes. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Au début, t'as un peu l'impression du gars un peu casanier, un peu limite que Serge Michel extirpe de son appart, tu vois, pour aller, pour l'emmener, limite, il l'emmène en Afghanistan comme il l'aurait amené à Montmartre, quoi. Genre, allez, viens, on va prendre un café. Voilà, c'est... Et ça, ouais, tu vois vraiment, t'as vraiment cette idée du voyage initiatique, quoi. Du voyage qui a un peu décidé un peu de la suite de sa vie et de la suite de la vie du trio, quoi. Et voilà. Et donc c'est marrant de voir ces images-là, donc d'une amitié naissante, d'une complicité naissante. Et aussi il y a moi personnellement en tant qu'archiviste, je suis très sensible à ce qu'on appelle justement les lost media. Donc je me mets à la place d'un gars qui pensait avoir perdu quelque chose et puis 20 ans plus tard il retombe sur les images et il retombe sur des petits moments de petits moments avec ses potes, quoi, et c'est peut-être plus touchant que, par exemple, je pense que quand il va interviewer les chefs de guerre, quand il traverse il y a une scène qui est phénoménale au début du film, c'est qu'il explique qu'à un moment, pour continuer le voyage, ils doivent passer dans un tunnel et ils doivent arriver tôt parce que tu peux mourir dans ce tunnel. Il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de système pour faire partir les gaz d'échappement, pour les évacuer. Donc c'est vraiment... Et c'est filmé... c'est du limite du fan footage, quoi. En plus, au milieu du truc, la voiture cale parce que ils sont sur une plaque de glace, donc ils doivent descendre de la voiture. Et ça, c'est un moment, c'est surréaliste, quoi. C'est incroyable, quoi. Et voilà. Et donc, ces moments-là, c'est évident qu'il les a pas oubliés, tu vois. Ça, c'est quand même des trucs, tu vis ça dans ta vie, ou alors les moments où ils se retrouvent face au chef de guerre, où ils doivent se promener dans la ville, où ils ont peur qu'il y ait des snipers. Enfin, lui, il a peur, et puis les autres lui disent « T'inquiète pas, t'as une chemise sombre, les snipers, ils tirent que sur les gens qui ont une chemise blanche. » Bon, voilà. Donc, ces moments-là, ils s'en rappellent, mais après, tous les petits moments où ils sont dans la voiture et ils discutent de tout et n'importe quoi, ben ça, c'est des trucs qu'il a dû oublier, qu'il a dû redécouvrir, comme des trucs que même en les voyant, peut-être il se rappelait même plus les avoir vus, quoi, les avoir vécus. Et voilà. Et donc c'est pour le côté documentaire, c'est super intéressant. Et il y a aussi des petits trucs qu'il a dû redécouvrir après coup. C'est que notamment pour le film, il y a certains moments, au fait, ils avaient un traducteur. Ouais. Et il y a un moment, notamment toujours avec cette histoire de champ de mines. Il y a Paolo qui insiste pour aller du côté où il y a les mines, donc du côté dangereux, forcément. Et le traducteur parle, il dit au traducteur, vas-y, dis-lui, demande-lui si je peux y aller. Et au fait, là, c'est traduit, c'est sous-titré, et au fait, le traducteur parle au gars et il lui dit, s'il te plaît, il y a cet abruti qui veut y aller, dis-lui juste non. Et le gart fait non, et puis là, oui, il a dit non. Voilà. Et donc ça, c'est peut-être moi qui surinterprète le truc, mais j'imagine que c'est quelque chose dont il s'est peut-être rendu compte quand il a récupéré les bandes 20 ans plus tard, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois un peu l'envers du décor. Mais justement, ça fait partie des questions que je me posais dans la description que tu faisais du film. C'est le fait qu'ils reprennent les bandes 20 ans plus tard. Ouais. Est-ce que ça amène du coup un décalage entre la voix off qui commente les images et ce qui filme? Est-ce qu'il en a tiré des informations supplémentaires, une sagesse supplémentaire, un regard décalé sur ce qu'il filme? Alors, il y a un peu deux aspects. Il y a le côté effectivement, déjà le regard décalé par rapport à l'histoire de l'Afghanistan, tu vois. Il a aujourd'hui le regard de quelqu'un qui sait que ça s'est pas arrangé. Tandis qu'à l'époque, on se doutait bien que les Américains allaient là-bas, on va dire, dans l'émotion du 11 septembre et que ça allait pas se résoudre en quelques mois. Mais à l'époque, il y avait peut-être un espoir qu'aujourd'hui, on s'est déçu, quoi. Et c'est très axé sur ça. C'est-à-dire qu'il parle, quand il fait le parallèle, comme je disais tout à l'heure, entre l'Afghanistan et la Suisse,
ou alors quand il parle de l'Afghanistan, c'est vraiment pour montrer ce pays a été extraordinaire. Ouais. Et s'il l'est plus, c'est à cause des différents événements politiques, militaires qu'il y a eu, encouragés par notamment les États-Unis qui ont d'abord financé les talibans et Ben Laden avant d'en faire leurs ennemis. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, toutes ces magouilles qui se sont passées. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'un pays qui a été confisqué par des gens qui n'avaient aucun droit de décider de la destinée du pays, quoi. Ouais. Et c'est d'autant plus important de voir les habitants, de voir des gens qui sont... J'allais dire qu'ils sont simples, mais simples dans le sens qui sont comme nous, quoi. Oui, bien sûr. Qui ont juste envie de vivre leur vie normale. T'as des gens qui faisaient un métier, maintenant ils le font plus à cause de la guerre. T'as des gens qui étaient étudiants, qui sont plus étudiants à cause de la guerre. Et voilà. Et donc, il y a effectivement ce côté, ce regard après coup. Et donc, c'est un peu c'est pas vraiment une critique que je fais un reproche que je fais au film. Je trouve juste que il en fait un peu trop dans la voix off, mais pas dans ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que ça, c'est super bien, la contextualisation, tout le côté contextualisation historique, on va dire. Mais c'est un peu parfois quand il veut mettre en scène son point de vue sur l'aventure. D'accord. En montrant j'ai peur de tout, eux ils ont peur de rien, moi je suis un gros lâche, tout ça. Donc ça, il y a des moments où c'est un peu forcé, mais on va dire que voilà, c'est quand même un gars c'est son premier documentaire et une voix off, c'est pas très simple à faire. Mais dans le sens où en fait l'image était suffisamment parlante par elle-même. Ouais, alors c'est bien quand même qu'il y ait cette voix off parce que ça amène un décalage, mais qui est peut-être parfois un peu forcé, quoi. Mais on va dire que ça fait partie c'est le package, quoi. Faut prendre le tout. D'accord. Prendre le tout comme il est, de quelqu'un qui c'est des images qui ont été filmées par quelqu'un qui est pas documentariste, qui est pas directeur photo, voilà. Et après c'est un film qui est réalisé par quelqu'un il a réalisé un film il y a 10 ans avec le collectif River Boom qui s'appelle Hunting Diamond Joe. Et alors, je crois qu'il y a un deuxième titre, c'est Le Cowboy Noir, mais je suis pas sûr. Mais en même temps, tu vois, là, j'essayais de regarder pendant que tu en parlais. Ouais, ça fait plaisir que tu m'écoutes. Mais non, mais justement, au contraire, je fouillais. Et j'ai l'impression que c'est pas très facile, en fait, de trouver, justement, tu parlais des guides de voyage. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus trop édité. Et là, les films, c'est... pas très facile. J'ai vu qu'il avait publié une bande dessinée cette année, mais voilà. Ben oui, c'est vrai que j'ai un peu regardé aussi, et au fait, c'est quelqu'un que je connaissais pas. Bon, Serge Michel, je vais pas dire que je le connaissais, mais on va dire que j'ai dû lire son nom parce que à l'époque, il travaillait au Figaro, et maintenant, je crois il est rédacteur-chef adjoint au journal Le Monde. Ah oui, quand même. Et voilà, donc lui, c'est un peu la personne la plus... la personne qu'on est le plus que le spectateur moyen a le plus de chances de connaître, quoi. Mais voilà, et voilà. Et donc, mais après, oui, c'est vrai que par exemple River Boom, le collectif, j'en avais pas entendu parler avant. Et là, voilà, j'ai cherché un peu, j'ai pas énormément gratté parce que voilà, je voulais pas non plus faire trop long, mais c'est vrai que je connais pas trop, mais oui, ça donne envie de voir ce qu'il a fait. Alors, le collectif River Boom s'est formé en 2002, si je me trompe pas, en Afghanistan, où j'étais avec Serge Michel et Claude Bechtod, qui est un journaliste et l'autre un réalisateur de films. Et il y a 2 autres photographes qui se sont joints à l'aventure, Gabriele Galimberti et Eduardo De Lille. Et l'idée, c'était d'essayer de fonder une maison d'édition, qu'on voulait se sentir libre de faire publier nos livres. Et River Boom, c'est un espace pour nous de travailler ensemble sur des idées, des projets qui utilisent l'ironie comme un fil conducteur, qui essaie de sortir de le côté très sérieux des autres projets sur lesquels on a tendance à travailler et nous donne un espace pour une espèce de gym des idées.
On peut exercer nos idées, les laisser vivre, grandir et tout ça. Le lien, c'est le regard. C'est le regard sur le monde qui nous entoure. Et comme souvent les regards sont très codifiés, avec Riverboom, ça nous laisse espace d'approcher des idées en façon différente, à la fois de point de vue de thème, mais aussi de point de vue de traitement de langage. Il y a un truc qu'il dit dans le film, et je ne sais pas si c'est une blague ou pas, où au fait, à un moment, il parle du fait que quand il met en parallèle son travail avec celui de Paolo, donc qui est un photographe professionnel qui fait des images incroyables en noir et blanc, avec un travail sur le clair-obscur, sur la lumière, les contrastes et tout, et donc il met ça en parallèle avec son propre travail, où il dit que lui, il est spécialiste de ce qu'il appelle les too late pictures, c'est-à-dire le fait de prendre une photo une seconde après qu'elle soit intéressante, quoi. Tu vois, où tu vois sur la photo qu'il a raté le truc. Voilà, et apparemment, il sous-entend qu'il a édité un album photo de ces photos-là et que l'album photo a pas bien marché du tout. Que ça a pas été qu'encore ces Bechtold Best, ces guides touristiques, apparemment, ils ont quand même eu leur petit succès, mais ça, non. Et donc, bon, j'en ai beaucoup parlé, mais j'ai dévoilé quelques moments, mais c'est vraiment un film qui est très sympa, non, parce qu'on parle quand même de la guerre en Afghanistan, et donc voilà, il y a quand même, ça a quand même son lot d'événements tragiques, des choses où on sait qu'ils arrivent à un endroit et ils savent que 2 jours plus tôt, il y a justement des journalistes qui ont été assassinés, qu'il y a la famille d'un soldat militaire qui a été aussi assassiné quelque temps, donc on voit qu'il ne voile pas du tout la face, et de toute façon il ne pouvait pas, hein. Il essaye pas de faire comme si... il a un regard décalé, mais conscient quand même, quoi. Il a un regard décalé sur son voyage, mais pas sur ce qui se passe dans le pays. D'accord. Et voilà, et donc c'est vraiment un voyage pris sur le vif qui est très intéressant, et que je vous encourage à voir s'il passe encore dans les salles. Je pense que ça fait partie des films vraiment qui sont... comme je disais au début, qui vont pas avoir une carrière genre dans les multiplex, hein, genre ça va pas être le film pour lesquels un multiplex va bloquer une salle pendant 1 semaine, 2 semaines, avec 7 séances par jour, tout ça. C'est plus le film qu'on va retrouver dans des salles d'arrêt-essai, qui vont continuer à être diffusés, qui vont avoir 1-2 séances par semaine à Paris dans les cinémas du quartier latin, ou dans d'autres villes, dans des cinémas d'arrêt-essai. Et voilà, et donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est vraiment intéressant, quoi. J'ai plutôt bien aimé. Après, de toute façon, pour moi, c'est typiquement le genre de film que après on va retrouver sur des plateformes comme Mubi ou comme l'Immédiat pour les gens qui ont la chance d'habiter dans l'est de la France et de pouvoir être inscrits en médiathèque là-bas. Mais... s'il devait y avoir qu'une seule raison d'habiter dans l'est, c'est ça, l'Immédiat. Je pense. Hein. Ça et le marché de Noël de Strasbourg. Ouais, mais justement, je crois qu'il n'y a pas l'Immédiat à Strasbourg, donc ça c'est problématique. Non. Mais bon... Ouais, mais quelque part, il faut point trop d'infos, j'ai envie de dire. Ouais, mais je pense qu'ils doivent avoir Arte VOD quand même, enfin bref. Mais clairement, de toute façon, tout ce qui est service de VOD de médiathèque, c'est le genre d'endroit où on trouve ce genre de film. Et où du coup, je suis très content qu'on enregistre une émission comme ça qui puisse être disponible. Ouais. Parce que déjà, les gens qui vont l'écouter vont se dire « Ah, c'est intéressant ». Et du coup, quand ils vont le voir, ils vont se dire « Ah oui, c'est le film dont Martin avait parlé. Donc ça doit être bien. » Et avec quel brio. Bah oui. Et c'est aussi, j'y pense, tu m'y as fait penser, c'est aussi le genre de film qu'on pourrait retrouver sur Tank. Donc oui. C'est la plateforme de streaming consacrée aux documentaires, mais aux documentaires d'auteurs. Tout à fait. C'est toute la difficulté de l'économie de la distribution, où à la fois, je pense que les distributeurs espèrent un succès un petit peu surprise, qui fait que le film toucherait un public au-delà de ce qu'ils espèrent,
mais en même temps, ils doivent bien se dire qu'il y a un aspect, entre guillemets, publicitaire de faire parler du film, même si les gens ne pourront pas le voir, pour que quand il soit disponible en VOD ou ailleurs, les gens le regardent. Je suis tout à fait d'accord. Un film comme ça, qui en plus, finalement, on peut dire que c'est un film qui n'a rien coûté. Oui. Enfin, il y a sûrement eu des moyens qui ont été mis qui ont été utilisés pour je sais pas, pour la post-production du film ou pour voilà, mais le film en lui-même, c'est juste un gars et ça a coûté le prix de la caméra et le prix des cassettes, quoi. Et après, bon, le prix du voyage, mais j'imagine que c'était pris en compte par le Figaro. Pour une fois qu'on peut dire merci le Figaro, on en profite. Bah voilà, donc merci beaucoup le Figaro. Je fais un cœur avec les mains. Voilà. Et la main droite, du coup. Oui, voilà. Et du coup, peut-être juste en mot de conclusion, parce que je sens là que tu nous amènes petit à petit vers la fin. Je trouve ça très amusant, cet aspect chronologique d'un film qui a été tourné par hasard, qui est retrouvé 20 ans plus tard, après qu'il sort au cinéma. La sortie cinéma va peut-être pas être le moment principal où les gens vont le voir. Et c'est là quand même qu'on voit l'importance de la permanence des objets, de la conservation. C'est-à-dire que, en fait, tu sais jamais quand un message va trouver la personne qui doit le recevoir, en fait. Des fois, ça va être immédiat, mais des fois, ça va être très décalé. Et je trouve ça intéressant que les choses existent, prêtes à être ramassées par une personne qui serait attentive. Et d'autant plus que moi, je pense que c'est vraiment un film qui pourrait être montré dans des écoles de journalisme ou dans des écoles de photo, pour montrer ce que c'est qu'un reportage de guerre au quotidien, quoi. C'est qu'un reportage de guerre, c'est un truc qui se fait sur la durée et que y a plein de trucs, des trucs à savoir. Tu peux pas y aller à l'arrache. Tu vois que Serge Michel et Paolo Wood, ils connaissent les ficelles du truc. Même si parfois ils prennent des risques, mais que tu vois qu'ils savent comment faire pour passer les checkpoints, pour passer... ils ont quand même conscience de ce qu'ils font, et c'est vraiment le truc, c'est le genre de film qu'il faut voir pour savoir ce que c'est qu'aller faire un reportage en zone de guerre, quoi. Eh bien, super, j'ai envie de dire, vendu. Content que ça t'ait plu. De toute façon, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit disponible en VOD pour que je puisse le rattraper. Et du coup, on fera une troisième intervention, un troisième podcast. Ouais. Où du coup... Non, peut-être pas. D'accord. Après la bande-annonce, après la vision du film, après, hop, on fait la vision en VOD. Et comme ça, là... On fait le commentaire audio. Voilà. Ouais, et en fait, on va chez des gens qui écoutent le podcast pendant qu'ils regardent le film pour leur demander ce qu'ils en pensent. Ah ouais, c'est pas du tout casse-couille, ça. Non. Là, c'est vraiment... c'est Antoine de Maximi, tu sais. J'irai vous faire chier chez vous. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'évolution du concept. C'est-à-dire que... Voilà. J'aime bien l'idée. Bon, écoute, merci beaucoup Martin, et puis on se retrouve très vite avec toute la bande pour un prochain épisode. Avec plaisir. C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire. Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. Parce que les films, c'est comme les bouquins, quoi, tu vois, les maisons de production, elles sont grosses ou sont petites, elles ont des budgets de promotion ou pas.
Donc, quand t'as pas de promotion, de distribution correcte, les films ils passent aux oubliettes. Jusqu'à temps qu'il y ait des écervelés qui les retrouvent. Ceux qui disent qu'ils aiment ce film ont aimé trop d'autres choses pour pouvoir l'aimer. Et ceux qui disent ne pas l'aimer ont eux aussi accepté trop d'autres choses pour que leur jugement ait le moindre poids. Écoutez, voilà, c'est très simple. J'ai écouté le débat et je suis bien triste. Je suis bien triste parce que c'est pas devant un micro qu'il faudrait répondre, mais sur un ring. Parce que les gens qui parlent devant ce micro du cinéma, comme ils en ont parlé il y a 5 minutes, ne savent pas ce que c'est que de faire un film. Ne savent pas ce que c'est que de trouver de l'argent pour en faire. Ne savent pas ce que c'est que de faire 5 bides les uns derrière les autres. Et le jour où on a un succès, de vous reprocher ce succès absolument comme une chose infâme. Il y a une chose que je déteste, c'est le mot commercial, appliqué à un film. Parce qu'on dirait à chaque fois qu'il a suffi d'un coup de baguette magique sur un scénario pour qu'un film devienne commercial. Un film fonctionne quand il est fait avec une grande sincérité, et cette sincérité touche un plus ou moins grand nombre de personnes. Ok, donc c'est parti. Je te laisse la parole. Ok. Bienvenue dans le Grand Silence, le podcast... Hop, on recommence. Bienvenue dans le Grand Silence, le podcast qui parle des films dont on ne parle pas, dont les autres ne parlent pas. Donc je recommence encore. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais, je sais, je m'en rends compte. Les autres fois, je me foutais un peu de ta gueule en mode qu'est-ce qu'il est mauvais. Bref, on y retourne. Allez. Bienvenue dans le Grand Silence, l'émission... Ah. Bienvenue dans le Grand Silence, le podcast qui parle des films dont on ne parle pas. Putain,